Eh bien, bonjour et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à la journée porte ouverte à distance d'AgroSubdijon. Vous êtes sur une journée bien particulière. Nous avons commencé les lives depuis ce matin. Nous sommes maintenant sur un live particulier puisque c'est le live devenir ingénieur agronome fonctionnaire. Quelle est la différence avec un parcours classique? Donc, c'est la séance d'aujourd'hui. Nous avons déjà eu beaucoup de questions et ça a été abordé ce matin sur ce parcours et ses particularités puisque nous sommes la seule école en France en agronomie agroalimentaire à proposer ce parcours. Donc, avec nous, les invités que je remercie et qui sont en visio, hein, on est un peu dispatchés sur toute la France. Je les remercie. Donc, avec nous, Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Donc, Fanny, vous êtes responsable d'unité territoriale de Rambervillers à l'ONF, l'organisme national des forêts. C'est bien ça? Exactement. Voilà. Et puis Amélie, vous êtes chargée de mission à la DRAF Occitane. Donc c'est ça. Alors peut-être Et qu'on peut tout bonjour. de suite les acronymes. Donc la DRAF, ça veut dire Direction régionale de l'alimentation, l'agriculture et la forêt. merci Amélie. Et avec nous, notre spécialiste, notre grand témoin, Jérôme Marcel. Donc Jérôme Marcel, bonjour. Bonjour. Donc Jérôme, tu fais partie comme moi de l'équipe d'AgroSubdijon. Parmi tes différentes casquettes, tu es en charge du suivi des carrières des IAE, donc les ingénieurs agronomes fonctionnaires. Et on va voir ensemble sur cette séquence, on va essayer de bien comprendre c'est quoi un ingénieur agronome fonctionnaire et découvrir derrière ce qui se cache cette appellation, les postes occupés et toute la réalité pour permettre à notre public de faire le bon choix dans cette journée qui est là pour vous aider à vous orienter. Alors, je vais commencer par Fanny et puis Amélie avec une première question. Je vais commencer par Amélie. Alors Amélie, j'ai donné votre fonction. Concrètement, votre métier, votre mission, votre organisme, ça consiste en quoi? Alors du coup, donc la DRAF, c'est un organisme, c'est des services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire qu'on applique en région les politiques du ministère de l'Agriculture. Pour ma part, je suis en charge de la déclinaison régionale du plan Ecophyto, c'est-à-dire le plan qui vise à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. L'idée avec ce plan, c'est de voir comment, au niveau de la région Occitanie, on peut travailler donc avec le monde agricole sur des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mais aussi de travailler sur le lien avec d'autres enjeux, donc l'impact des produits phytopharmaceutiques dans l'air, dans l'eau, sur la santé, etc. Donc en fait, mes missions, c'est de pouvoir, au niveau de la région Occitanie, pouvoir développer des projets sur le territoire. Merci Amélie. Même question Fanny, votre organisme, votre mission. Alors, moi, je suis à l'ONF, donc l'Office national des forêts, qui est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial qui dépend du ministère de l'Agriculture. Mon métier, c'est Ruth, responsable d'unité territoriale. Euh, pour faire simple, je suis à la tête d'une équipe d'une dizaine de techniciens forestiers, ce qu'on appelait avant des gardes forestiers. Et donc, c'est tout le travail de management et d'organisation de l'équipe au sein d'une surface forestière d'à peu près 10 000 hectares. Donc, merci Fanny. Donc, deux profils différents, forestier, un parcours en DRAF. On reviendra plus en détail. Là, on va faire un peu d'empathie. On se met à la place du téléspectateur qui nous regarde. Amélie, Fanny, aviez-vous une idée, je sais pas, en terminale, déjà du parcours que vous alliez faire avant d'entrer à AgroSubdijon? En gros, est-ce que vous aviez déjà, moi c'est l'agronomie, l'agroalimentaire, ou en agronomie j'avais déjà une tendance. Comment ça s'est passé, Amélie? Alors, moi, je voulais être vétérinaire, donc en fait, comme beaucoup de personnes, donc j'ai fait une prépa BCPST. Et après cette prépa BCPST, donc j'aimais beaucoup tout ce qui était biologie. J'aimais bien aussi en BCPST les cours autour de la géographie, découverte du territoire. Et en fait, j'ai raté, on va dire, mon concours pour finir en tant que vétérinaire. Et il a fallu que voilà, je revois un peu mes priorités
et que je revois ce qui m'intéressait. Et honnêtement, l'agronomie, voilà, je m'étais déjà planchée parce que je savais que c'était compliqué quand même d'être vétérinaire. Et donc, en sortant du bac, de base, j'avais une idée un peu floue. En prépa, c'était encore flou et ça s'est affiné en fait au fur et à mesure en école d'ingénieur. Le fait que je voulais, mon parcours, mes envies, ma spécialisation, etc. D'accord. Donc, une idée d'orientation, pas un parcours précis, mais C'est déjà ça. un peu, vous aviez une idée de là où vous vouliez évoluer en termes d'environnement. J'avais envie de travailler dans la biologie, ouais. Ça c'était sûr. En lien avec tous. J'avais plus trop d'idées, mais en tout cas on va dire que j'ai passé le concours et j'ai eu des écoles et j'ai fait un choix après derrière. Merci. Fanny, c'était le même trajet, même parcours, comment ça s'est fait Pas exactement. J'ai aussi fait une BCPST, mais c'était plus au début parce que en terminale, j'avais envie de faire de longues études, en tout cas dans un bac plus 5. Et les mots-clés de la BCPST, la science du vivant, l'agronomie m'intéressaient. Donc, j'ai suivi les conseils de ma conseillère d'orientation et je suis partie là-bas en me disant que plein d'ouvertures après cette prépa m'intéressaient, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment à BCPST où j'ai eu un coup de foudre pour la gestion forestière. Et donc, je me suis complètement donnée dans mes concours pour pouvoir intégrer une formation qui pouvait me donner ce diplôme d'ingénieur forestier. Et je suis allée jusqu'à redoubler pour redoubler ma deuxième année pour pouvoir au concours réussir mon entrée en école. Et voilà, pour pouvoir atteindre mon école d'ingénieur forestier, je suis passée par AgroSup Dijon, qui proposait cette passerelle en plus de l'avantage d'être élève fonctionnaire. Merci. Alors effectivement, on fera un zoom tout à l'heure sur la particularité de ce parcours au sein d'AgroSup. Jérôme, pour donner une vision panoramique aux personnes qui nous écoutent, on vient de voir deux parcours, comment ils sont rentrés dans AgroSup. Est-ce qu'on peut rappeler un peu d'abord ce qu'est le statut, d'ingénieur agronome fonctionnaire et puis comment se déroulent les 3 années de formation? D'accord. Pour moi, un fonctionnaire, en tout cas ingénieur, hein, c'est d'abord avant tout un ingénieur en agronomie. Et donc ça, c'est important, c'est un ingénieur qui a des compétences dans des champs très très vastes et qui travaille pour l'État. Donc Amélie l'a très bien dit, c'est des ingénieurs qu'on va retrouver au niveau départemental, hein, dans des DDT, direction départementale du territoire, dans des DRAF, hein, comme elle l'a dit tout à l'heure, ou en administration centrale directement au niveau du ministère. Ces ingénieurs, on va les retrouver également à l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, à France Agrimaire, à l'IGN, donc dans des secteurs quand même très différents. On parlait de compétences, un fonctionnaire IAE, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, va travailler à la fois dans le domaine des productions animales, des productions végétales, dans le domaine de l'eau, de la forêt, des politiques agricoles communes, de la biodiversité. Donc on voit que ça brasse quand même des compétences très, très larges. Tu me posais la question peut-être autour du parcours. Donc, effectivement, on voit un peu, ils sont positionnés. Concrètement, les 3 années, c'est-à-dire, voilà, ils obtiennent. Alors, il y a le concours, puis après, ils entrent à AgroSup Dijon. Et comment ça se déroule? Est-ce qu'ils sont mélangés aux autres étudiants de formation initiale ou pas du tout? On les sépare et les fonctionnaires, ils sont vraiment séparés des autres? Non, heureusement, pour eux, les fonctionnaires ne sont pas séparés, mais là, c'est important, ils suivent exactement le même cursus que les civils. Simplement, ils ont des choses en plus. Alors, en plus, d'ailleurs, ils sont très contents d'avoir des choses en plus, hein. Et ces choses-là, c'est à la fois plutôt des interventions de la part d'ingénieurs, d'ailleurs, du ministère, qui viennent, ou des anciens élèves, qui viennent effectivement leur parler de la diversité des postes, de qu'est-ce que va faire un fonctionnaire en tant qu'ingénieur dans différentes administrations. Il y aura aussi des interventions entre eux, puisque finalement, à AgroSup, il y a 150 élèves ingénieurs fonctionnaires, donc c'est quand même pas rien entre les premières, deuxième et troisième années. Donc il y a des temps aussi communs où les deuxièmes années viennent présenter, par exemple, ils ont des stages aussi spécifiques
Et là, et ça c'est vraiment important parce qu'ils pendant leur cursus, pendant leurs 3 ans, ils vont découvrir justement c'est quoi le travail administratif, parce qu'ils ont toujours peur que ça soit pas concret. Et en fait, le fait de réaliser un stage, ben, ils s'aperçoivent que ben, c'est des choses très concrètes. C'est quoi une politique publique, comment ça se décline et comment on peut travailler pour des professionnels, des agriculteurs, des forestiers, en ayant un poste administratif. Mais d'un niveau d'un ingénieur. Et ça, c'est pas rien. D'accord. Alors, Fanny, vous aviez dit que vous aviez une particularité. Vous avez fait un parcours ingénieur, enfin, vous avez fait parcours forestier. Est-ce qu'on peut revenir alors, parce que là, Jérôme vient de décrire 3 ans à Dijon, mais vous, ça s'est passé comment votre parcours? Alors, la première année se fait comme tous les autres en formation générale. La seule différence, c'est le module intégratif de fin d'année qui se passe pendant 2 semaines, je crois, ou 3, à, à Nancy, à l'école des ingénieurs forestiers. Sinon, les 2 autres années se passent donc à Nancy, à AgroParisTech, site de Nancy, qu'on appelait avant FIF ou NGREF. Et là, on suit complètement le cursus forestier avec tous les autres élèves, majoritairement d'AgroParisTech, mais il y a d'autres formations comme passerelles comme à l'ENSTIB ou l'ENS aussi. Donc, on est un petit melting pot au sein de cette promotion qui va suivre pendant 2 ans la formation forestière. D'accord. Jérôme, donc du coup, une petite précision par rapport à ce que vient de dire Fanny. Donc, tu nous as décrit le parcours classique des 3 ans à Dijon. Donc, cette particularité, je pense qu'il y a une présentation assez complète de Fanny. Est-ce que tu as des éléments à rajouter? Et en gros, la question, c'est comment ça se fait? À quel moment, en première année, ils vont décider d'être forestiers? Est-ce qu'ils le choisissent? Est-ce qu'ils doivent refaire un vœu? Ou est-ce c'est dès l'entrée à AgroSup qu'ils savent déjà qu'il y aura un certain nombre de places en forestier? Ah non, alors très clairement, hein, la promotion, hein, généralement, des élèves qui arrivent, ils arrivent une quarantaine chaque année. Ils sont inscrits d'abord et avant tout à AgroSup Dijon. Ils ont déjà plus ou moins d'ailleurs des projets construits. Et il y en a certains, certaines, comme Fanny, qui arrivent déjà avec déterminés, qui veulent effectivement aller à l'ONF. Voilà. Et donc il y a un quota d'une dizaine de places chaque année. Et ça se fait à la fin de la première année. Mais pour le moment, on n'a pas, il n'y a pas de contrainte particulière parce que généralement, grosso modo, il y a entre 7 et une dizaine d'élèves qui veulent rejoindre AgroParisTech Nancy pour le parcours forestier. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille avec le ministère, hein, ces parcours particuliers qui répondent à la fois à ce que je disais tout à l'heure, à une diversité des postes. Hein, et donc, à AgroSup Dijon, il y a vraiment ce souci-là de pouvoir offrir des parcours qui correspondent aux attentes du ministère, quoi. Et l'ONF en fait partie, bien évidemment, quoi. Merci Jérôme pour ces précisions. Amélie, vous n'avez pas fait un parcours forestier. On pourrait se dire, elle a fait un parcours classique sur les 3 ans, mais vous allez nous apporter quelques précisions. C'est pas tout à fait ça. Oui, alors moi j'ai pas fait un parcours forestier, mais donc j'ai fait ma première et ma deuxième année à AgroSup Dijon. Et en troisième année, donc ce que je disais, c'est que j'ai découvert au fur et à mesure mon profil et ce que j'avais envie de faire. Et j'ai demandé en fait à faire une spécialisation qui n'est pas à AgroSup Dijon. Donc j'ai changé d'école, j'ai été à AgroParisTech, donc ça s'appelle un ExEat. Et j'ai demandé une spécialisation en agriculture urbaine et foresterie urbaine parce que c'était ça que j'avais envie de creuser. Et mon statut d'ingénieur fonctionnaire j'ai pu, en tout cas, ne m'a pas bloqué pour faire cette spécialisation. Comme on disait, on est considéré comme un élève lambda dans l'école. Et au-delà de ça, j'ai pu aussi montrer en quoi cette spécialisation en tant que fonctionnaire était intéressante par rapport à ce que je visais derrière. Alors, merci Amélie. Alors, Jérôme, on voit que quand je présente, il y a un parcours bien spécifique. L'exemple de Fanny montre qu'il y a un parcours forestier. L'exemple d'Amélie montre qu'il y a des passerelles possibles. Finalement, à AgroSup, il y a une multitude de parcours, même en fonctionnaire. Donc, moi, ça me donne déjà une image de quelque chose de plus large. Est-ce qu'on peut apporter quelques précisions? Est-ce que c'est vraiment tous les candidats sont comme ça ou il y a encore d'autres spécificités qu'on ne connaît pas? Vraiment, chaque cas est particulier.
Les élèves qui rentrent avec une intention d'être fonctionnaires, hein, donc des fois ils découvrent, ils savent pas trop, des fois ils sont déterminés, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment le travail que je fais en particulier, c'est de les accompagner pendant 3 ans pour que finalement ils arrivent à construire leur projet professionnel en accord bien évidemment avec les besoins du ministère, mais comme les besoins du ministère sont très larges, eh bien, on va les accompagner pour qu'ils choisissent finalement la dominante, hein, qui corresponde finalement à leur aspiration. Et qu'après, on va travailler justement les postes qui vont correspondre à leur parcours qui sont définis. Fanny, bien évidemment, avec un parcours spécifique forestier, évidemment, elle rejoint l'ONF, mais elle pourrait très bien aussi rejoindre la DRAF, hein, là où travaille Amélie. Amélie a devant elle un panel aussi de postes et de trajectoires qu'elle va pouvoir aussi développer. Voilà. Donc vraiment, chaque cas est particulier. Il y en a, on travaille avec le NSV, hein, l'École nationale vétérinaire de Lyon aussi, hein, où il y a des dominantes spécifiques aussi là-bas pour aller sur la protection animale. Donc on voit bien la diversité aussi des compétences qui peuvent être développées. Amélie, par rapport à ce que vient de dire Jérôme, le fait d'avoir choisi une dominante plus spécifique lors d'un exeat dispensé par AgroParisTech, est-ce que dans votre carrière, vous semblez que cette coloration vous a permis d'obtenir le poste, votre premier poste? Oui, je pense que ça a joué. Déjà, ce qui a joué, c'est que j'ai pu donc faire ce qui me plaisait en troisième année et creuser un domaine, ce qu'on disait, hein, qui me paraissait d'intérêt. Comme je disais, moi, j'étais plus en tâtonnant, donc j'ai découvert au fil de l'eau ce qui m'intéressait plus grâce à la formation qui nous ouvre un large panel de choix. Et grâce à ça, je pense que j'ai pu surtout donc m'épanouir et avoir un bon dossier et derrière une bonne candidature pour postuler sur la liste de postes qui était proposée. D'accord, donc effectivement, il y a, comme disait Jérôme, il y a effectivement un continuum et puis une cohérence donc finalement entre ses aspirations et les postes. Il faut être transparent aussi, hein, c'est pas toujours une adéquation qui se joue. Hein, il y a, est-ce qu'on peut dire que finalement, dans ce que tu dis, Jérôme, c'est-à-dire que on a l'impression parfois qu'on choisit d'être fonctionnaire, on a une idée précise, mais on a l'impression aussi que c'est un peu une forme de pari sur le poste qu'on obtiendra. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà, je pense que les téléspectateurs, ils se disent, je suis pas sûr de mon coup, mais je vais tenter. C'est peut-être un peu brutal, mais est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Ah non, moi je trouve ça complètement normal et sain que des étudiants, des élèves, ingénieurs doutent, se posent plein de questions. Et c'est un de mes travaux aussi, justement, c'est d'accompagner hein, ces orientations, ces réflexions de parcours, comme disait Amélie, vraiment pour que à la fois l'élève se fasse plaisir dans le cadre de ses études et trouve vraiment ce qui l'intéresse, et qu'après, on va regarder entre les cours, toutes les connaissances que ces ingénieurs vont acquérir et de regarder la meilleure adéquation entre leur parcours et les affectations. Et donc, il y a des doutes, il y a des moments, des questionnements, mais ça fait partie du cheminement, j'allais dire, de n'importe quel étudiant normal, peut-être un peu plus en tant que fonctionnaire, parce qu'il y a quand même un engagement, il y a des postes tout de suite à la clé, donc à la fois on dit c'est une chance, et en même temps ça peut donner peut-être l'impression à des étudiants d'avoir une certaine pression, parce que tout de suite on est à peine diplômé qu'on est déjà en poste. Alors c'est un avantage, et en même temps ça veut dire qu'il faut mûrir quand même beaucoup de choses en même temps. Oui, Mais ils le voient généralement comme étant une belle opportunité, mais ça je leur laisse. effectivement, il y a un doute légitime parce qu'il faut quand même le dire ou le rappeler, c'est quand même un engagement de 8 ans vis-à-vis de l'État, donc on a déjà un parcours professionnel qui est bien tracé, donc il y a un côté rassurant, mais il y a quand même cet engagement où avec les nouvelles générations, un engagement de 8 ans, c'est déjà du long terme. Ça, je ne sais pas si Amélie et Fanny sont projetées comme ça quand elles l'ont fait. Je ne sais pas si Amélie... Oui, ça paraît long. Enfin, moi, je me rappelle, au studio, ça paraissait déjà long, mais là, encore maintenant, j'ai à peine fait la moitié de mes 8 ans et encore 4 ans, effectivement, ça paraît long. Après, comme on disait, c'est un engagement. Il est posé dès le départ. On est tenu à le suivre. Et je pense que c'est aussi là-dedans qu'on se projette légitimement. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on accepte. Donc, comme le disait Jérôme, voilà, on sait qu'à la fin de l'école, on aura un poste. On sait qu'on va devoir et on va travailler pour le ministère pendant ces 8 ans-là. Après, je pense qu'il y a tellement de passerelles qu'effectivement, on peut orienter
sa carrière d'évolution, son profil, etc. Merci Amélie. Alors du coup, Fanny, j'avais une autre question. Du coup, je saute un peu du coq à l'âne. Fanny, vous avez présenté un peu votre mission et je vais reposer la question après à Amélie. Mais Fanny, c'est quoi à peu près une semaine type pour un ingénieur agronome fonctionnaire? Parce que je pense qu'il y a aussi des stéréotypes. Un fonctionnaire reste dans un bureau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, une semaine type, c'est quoi? Alors pour ma part, le stéréotype du bureau est absolument faux puisque j'ai au moins 2 jours et demi par semaine en forêt, quoi qu'il arrive. Donc parfois c'est la semaine entière qui va se faire complètement sur le terrain. Une semaine type, ça va être donc 2 jours de martelage. C'est un travail avec toute l'équipe ou au sein d'une zone forestière. On va faire une battue pour marquer des arbres. Alors pour les sélectionner, pour les couper, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire ça. Ensuite, les 3 autres jours, ça peut être des tournées pour réviser des aménagements forestiers. Ça peut être des rencontres avec plusieurs services de l'ONF pour voir où on en est dans certaines procédures pour la santé des forêts. Il y a énormément de choses à faire dans l'organisation. Et puis, souvent, j'ai à peu près une demi-journée. Si on accole tout, il doit y avoir une demi-journée, voire une journée par semaine de bureau. Voilà. Merci. Amélie, même question. La semaine type, Oui. si elle existe? Oui, en soi, elle n'existe pas vraiment, mais on va essayer. Non, mais pareil, c'est pas que du bureau. Après, avec la crise sanitaire, c'est vrai que ça a quand même changé l'émission. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a changé l'émission. Mais sinon, je dirais hors crise, c'est aussi à minima 2 jours de déplacement par semaine. Donc moi, je suis plutôt sur aller à des journées techniques, par exemple en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, les alternatives aux produits phytopharmaceutiques. J'ai des réunions, par exemple, chez des partenaires comme le Conseil régional sur des thématiques, par exemple l'air, la pollution de l'air, donc notamment en lien avec les pesticides. Et on va dire que j'ai une journée où je passe plutôt sur l'administratif, parce qu'on va pas se mentir, il y en a aussi. Ça fait partie du boulot. Les 2 autres journées, c'est soit des réunions pour organiser les projets, piloter les appels à projets qu'on suit et qu'on mène. Ça va être aussi en interne à l'unité, mettre au clair toutes les missions, suivre les engagements un peu de chacun, répondre aux mails parce que ça c'est quand même, ça prend du temps et c'est quand même assez important de le repréciser. Et ouais, construire aussi, animer les réseaux du coup on anime des différentes personnes et différents réseaux, ça prend aussi dans ces 2 jours qui restent. Donc voilà, on a une vision un peu plus claire concrètement on a un peu brisé la glace et on voit effectivement que les postes ont une diversité, comme finalement dans le civil, où il y a une alternance avec des points de passage obligés, la gestion des mails entre autres. Alors là, j'ai des questions qui arrivent et je vais vous en poser une série. Alors une question pour Madame Reimstad. Ah oui, alors je ne savais pas comment ils connaissaient votre nom, mais effectivement, je vois qu'il s'affiche à l'écran. Vous a-t-il été nécessaire de passer un concours afin de travailler à l'ONF? Pas du tout. Le seul concours qu'on passe, c'est le concours pour entrer à GrosSup Dijon. Ensuite, c'est terminé. D'accord, donc effectivement, comme on l'a rappelé ce matin, alors on pourra le rappeler tout à l'heure, mais effectivement, on vous a montré les différentes voies d'accès. La classe prépa BCPST, le concours A est une des voies d'accès, je ne vais pas toutes les rappeler, pour ensuite postuler à ce concours, et puis en fonction des vœux, le classement et la possibilité de suivre à GrosSup Dijon. Alors une deuxième question, alors je ne sais pas si c'est une boutade ou pas, est-ce qu'avec cette formation, on peut espérer aller jusqu'au poste de ministre? Donc, je vois Jérôme qui dit pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas si c'est l'objectif. Bon, il y a encore d'autres façons. Je pense que pour être ministre, il y a plein de manières d'y arriver. Mais finalement, est-ce que ça illustre pas aussi l'évolution de carrière d'un ingénieur agronome fonctionnaire, Jérôme?
Oui, ben, j'allais rebondir parce que ça peut être une boutade, mais néanmoins, c'est dans l'ordre du possible. On parlait de carrière, alors c'est vrai, quand on a 18 ans, quand on parle de carrière, ça paraît un peu décalé, déconnecté, mais néanmoins, moi je vois vite, hein, très vite, comment des élèves peuvent changer de corps, hein, c'est comme ça qu'on parle dans l'administration, mais passer du statut d'ingénieur de l'agriculture et de la forêt à celui d'IPEF, d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. C'est pas rien dans la carrière aussi, dans la trajectoire, ce qui fait que les ingénieurs peuvent acquérir quand même des postes à haute responsabilité. Et donc, la carrière, on l'a dit, à la fois les domaines sont vastes et le niveau de responsabilité, en tout cas attendu, peut être aussi très important, y compris d'aller aussi dans les collectivités territoriales. Hein, je pense au comité d'agglomération, au conseil régional, etc. Et ça, c'est aussi une des possibilités en tant que fonctionnaire. Et dans l'avenir, on peut imaginer qu'il y a des passerelles qui se fassent d'une manière beaucoup plus importante encore qu'aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, le temps passe, je vais encore prendre deux questions, sauf s'il y en a une qui s'affiche. Alors, il y avait une question ce matin qui avait été posée. Est-ce que tous les modules optionnels proposés en formation ingénieur classique sont-ils proposés aux ingénieurs agronomes fonctionnaires? En gros, est-ce qu'ils peuvent suivre à peu près les mêmes parcours, les mêmes modules que les autres ingénieurs civils? Oui, il n'y a pas de restriction, à condition que ça reste cohérent par rapport à leurs parcours qui sont définis. Par exemple, si Fanny choisit le parcours forestier, eh ben, les domaines optionnels qui seront proposés dans le domaine de la forêt, forcément, elle devra les prendre puisque c'est cohérent avec son parcours. Mais il n'y a pas de restriction. Non. Alors, je pense que ça s'adresse encore à toi, Jérôme. Pour les ingénieurs agronomes fonctionnaires, comment se déroule la distribution des postes? Quels sont les postes proposés? Est-il possible de choisir la localisation de son emploi? C'est très précis, hein. Assez précis sur une question complexe. Non, ben, par principe, hein, un fonctionnaire ne choisit pas son lieu. Si un élève a envie de venir et puis de se dire, ben moi, j'habite un tel département, je n'en bougerai jamais de toute ma vie, je pense qu'il faut qu'il exclue complètement le fait de devenir fonctionnaire. Hein. Par principe, la mobilité est quelque chose d'important, donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et puis, c'est une richesse, hein, là, par exemple, cette année, on est en train de regarder pour avoir des postes à La Réunion ou la Guyane. Bon, ça peut être aussi des opportunités intéressantes dans le côté personnel et professionnel, quoi. Hein. Il y a une liste, par exemple, cette année, qui sera de 45 postes et l'élève devra faire des choix parmi cette liste-là. Et donc, ce n'est pas un classement qui se fait par rapport à des notes, mais il y a une rencontre entre l'employeur et puis l'élève, et c'est pas rien, et donc il va faire valoir effectivement ses compétences, et donc il y a des choix qui se font dans ce cadre-là. Alors, je vais prendre une dernière question, puis après je vais conclure avec Fanny et Amélie. Est-il possible de cumuler un diplôme d'ingénieur agronome forestier avec un master MEF dans l'enseignement afin d'enseigner en lycée agricole? Est-ce qu'il s'agit d'un parcours cohérent? C'est encore une question très précise, mais je pense que quand on regarde, on a des questions très précises par rapport à cette orientation, je crois. Je ne sais pas si on peut répondre ou est-ce que... Oui, ben, je peux répondre très rapidement. Effectivement, les IE peuvent rejoindre l'enseignement agricole, non pas en tant qu'enseignant, mais comme l'a été précédemment Amélie en tant que chef de projet, donc une mission pendant 3 ans pour faire du développement, recherche et formation dans des lycées agricoles, ou occuper des postes de directeur ou directrice d'exploitation agricole. Donc là, il y a vraiment des tremplins et des pistes très intéressantes. Et le double cursus, bien évidemment, est possible à Gros-Sub-Dijon dans différents secteurs. Voire aussi, je rajoute aussi, parce que ça peut être intéressant, de faire un doctorat pendant 3 ans, qui est l'équivalent d'un premier poste. Et ça, c'est intéressant aussi d'être ingénieur-docteur dans l'évolution aussi de carrière et des métiers. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, Amélie, Fanny, quel est l'avantage que vous avez trouvé pendant votre parcours étudiant à être ingénieur agronome fonctionnaire? Fanny? Tout d'abord, la stabilité financière. C'est quand même très agréable quand on est étudiant d'avoir un salaire pour étudier chaque mois. Ensuite, moi, j'y voyais l'avantage du parcours forestier et puis le fait qu'on n'ait pas besoin de se questionner après pour trouver un emploi. Tout mûrit petit à petit et puis on sait qu'on a un poste en tant que fonctionnaire qui nous attend pour de nombreuses années. Donc pour moi, même les 8 ans
l'engagement derrière, c'est pas du tout une concession. Pour moi, c'est limite une sécurité. Donc voilà, c'était plus le salaire et puis l'esprit sain du côté de l'avenir. Merci. Amélie? Oui, ça rejoint ce que vient de dire Fanny. Moi, j'ajouterais la liberté. Donc, grâce à ça, j'ai vu donc, ce qu'on disait. Donc, en deuxième année, ça a dû être présenté. Il y a un stage à l'étranger. Donc, partir un peu là où je voulais. Et comme on disait, on a un salaire. Hein, donc, forcément, financièrement parlant, je me suis sentie libre d'aller faire ce que je voulais. Et pareil pour changer d'école. Au final, c'était un peu la liberté de me dire que je pouvais aller où je voulais tant que c'était validé par l'école et que j'avais un projet qui était pertinent. Merci, merci Amélie, mais finalement c'est sur ce mot de conclusion qu'on va peut-être qu'on va boucler ce live parce qu'en fait ingénieur agronome fonctionnaire égale liberté. Si je puis un peu résumer, c'est un peu raccourci. En tout cas, je pense qu'on a en 30 minutes avec l'ensemble de vos interventions fait un parcours 360 degrés. Je pense qu'on a déjà répondu à beaucoup de questions. Je vous remercie pour votre participation. Merci Fanny, merci Amélie, puis merci Jérôme pour toutes ces explications très claires et très précises. J'indique à nos téléspectateurs qui nous suivent que le site internet vous permet aussi, il y a une page spéciale ingénieur agronome fonctionnaire, vous y retrouvez tous les détails et cette vidéo sera visible d'ici 20 minutes en replay aujourd'hui et tranquillement le reste des semaines à venir. En tout cas, merci à vous, je vous salue et je vous invite tout à l'heure à me rejoindre dans un quart d'heure pour le dernier live de cette journée porte ouverte à AgroSub Dijon. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.